Élodie n'était pas du genre à se plaindre. Chaque journée semblait un marathon, un enchaînement de cours exigeants, de recherches à la bibliothèque et de longs après-midi dans l'atmosphère feutrée mais oppressante du bureau du notaire. Ce n'était pas une vie glamour, mais c'était la sienne, et elle la vivait avec une résilience silencieuse qui forçait le respect. Derrière ses lunettes discrètes et ses cheveux attachés à la hâte, une lueur déterminée dansait dans ses yeux. Elle voulait être professeure, coûte que coûte. Mais ce rêve, bien que noble, portait un poids. Le poids d'un système éducatif français qui semblait conçu pour écraser les plus faibles, le poids d'une mère absente depuis longtemps et d'un père qu'elle ne pouvait plus reconnaître derrière la façade froide de Solange. Tout ça pour une chance de faire la différence, pensait-elle parfois, lorsque la fatigue la submergeait. Mais jamais, jamais elle n'abandonnait. Chaque sacrifice était un pas de plus vers son objectif. L'arrivée de Solange ce jour-là avait tout changé. Il y avait quelque chose d'étrangement impeccable dans son apparence. Ses cheveux coiffés avec une précision chirurgicale, son sourire figé comme une œuvre d'art sous verre. Elle portait une élégance qui semblait vouloir rappeler à Élodie tout ce qu'elle n'était pas. Et pourtant, c'était avec cette voix douce mais calculée qu'elle avait lâché la bombe. Un mariage. Le choc initial avait été vite éclipsé par une vague d'incrédulité. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici, dans cet appartement modeste où Élodie peinait à joindre les deux bouts? Mais Solange, comme à son habitude, avait réponse à tout. Une semaine en Martinique, avait-elle dit. Tout était arrangé. Et bien sûr, il y aurait de l'aide pour les frais universitaires. Un murmure sucré, mais empoisonné, qui avait fait vibrer quelque chose au fond d'Élodie. La dynamique était claire. Solange contrôlait tout. Sa fille Chloé, avec ses regards condescendants, et Julien, dont les absences prolongées par l'air de secrets enfouis, n'étaient que des pièces sur l'échiquier soigneusement orchestré par leur mère. Le premier contact d'Élodie avec la Martinique fut une explosion sensorielle. L'air salé, le vert des palmiers, l'éclat du soleil qui dansait sur les vagues, tout était si éloigné de sa réalité quotidienne qu'elle en fut presque étourdie. Mais cette beauté, si enivrante soit-elle, ne pouvait masquer le poids invisible qui pesait sur ses épaules. Antoine, le fiancé de Solange, l'accueillit avec une chaleur sincère. Il était tout ce que Solange n'était pas, ouvert, attentif, presque paternel. À ses côtés, son fils Luc semblait taillé dans la même étoffe, un mélange de curiosité et de respect qui mettait Élodie à l'aise malgré elle. Mais au fond d'elle, elle savait que ce répit ne durerait pas. Le soir même, autour d'une table élégamment dressée, Élodie fut plongée dans un monde de convenances et de subtils affrontements. Un simple jeu de cartes, une tradition que Solange insistait pour appeler « préférence », devint une scène de théâtre où chacun jouait son rôle à la perfection. Chloé, toujours impeccablement vêtue, semblait se délecter de l'attention de Luc, lançant des regards dédaigneux à Élodie chaque fois qu'elle prenait la parole. Julien, silencieux mais nerveux, s'agitait comme un acteur qui avait oublié ses répliques. Et Solange, bien sûr, orchestrait tout, ses sourires mesurés cachant des intentions que seule Élodie semblait percevoir. Dans ce théâtre familial, Élodie comprit qu'elle était une intruse. Peu importe combien Antoine ou Luc tentèrent de l'intégrer, elle restait en dehors du cercle. Et pourtant, elle sentait que ce cercle, si parfait en apparence, cachait des fissures profondes. Dans le calme d'une bibliothèque improvisée, Élodie trouva un refuge inattendu. Luc, avec son approche décontractée et son intérêt sincère pour ses études, brisa lentement les murs qu'elle avait érigés. À travers des discussions sur des auteurs et des théories éducatives, une complicité naquit, un lien qui semblait presque trop fragile pour survivre dans cet environnement. Antoine, toujours attentif, observa leur échange avec une satisfaction discrète. Mais ce que ni Élodie ni Luc ne savaient, c'était que ce moment de simplicité et de connexion serait bientôt mis à l'épreuve par des forces qu'ils ne pouvaient encore comprendre. Ainsi se terminait le premier acte, une danse délicate entre espoir et désillusion, où chaque personnage jouait sa partition dans une symphonie de tensions non dites. Mais au fond de cette mélodie, une question résonnait. Combien de temps avant que les masques ne tombent? Les préparatifs du mariage avaient transformé la villa en une ruche bourdonnante, mais ce bourdonnement portait une lourdeur palpable. Chaque détail, chaque décision semblait être un nouveau champ de bataille. Solange régnait en despote sur cette organisation, exigeant perfection et obéissance de tous, mais derrière ces directives autoritaires se cachait une nervosité qu'elle ne parvenait pas tout à fait à dissimuler. Pour Chloé, ces préparatifs étaient une scène idéale pour son théâtre quotidien. Sa passion pour le contrôle se manifestait dans des querelles mesquines, qu'il s'agisse de la disposition des fleurs ou de la couleur des serviettes. Tout devait refléter son statut et celui de sa mère, peu importait à quel point cela alourdissait l'atmosphère. Élodie, elle, se sentait étrangère à ce chaos orchestré.
Observant en silence, elle voyait bien plus que ce que l'on voulait lui montrer. Solange et Chloé parlèrent de pombes blanches à libérer à l'église, comme un symbole de pureté et de renouveau. Mais Élodie ne pouvait s'empêcher de trouver cette idée ironique. Loin d'être des messagères de paix, ces oiseaux semblaient porter le poids des secrets que chacun s'efforçait de cacher. La visite du jardin botanique aurait pu être une parenthèse enchantée, un moment de répit pour tous. Les fleurs exotiques, les parfums enivrants, le calme apaisant des lieux, tout aurait dû inviter à l'émerveillement. Mais même dans cet écrin de beauté naturelle, les tensions restaient omniprésentes. Luc, sensible et attentif, s'était rapproché d'Élodie, trouvant en elle une rare authenticité. Leur complicité devenait de plus en plus évidente, une lueur d'espoir dans une ambiance autrement oppressante. Mais cette connexion naissante n'échappait pas à Chloé, dont les regards se durcissaient à mesure que les rires d'Élodie et de Luc se faisaient de plus fréquents. Et puis il y avait Solange. Sous couvert d'un sourire, elle trouva un moment pour glisser à Élodie une remarque acérée sur l'importance des apparences. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» semblait dire son regard perçant. Élodie comprenait, mais ce qu'elle comprenait surtout, c'était la fragilité du monde que Solange tentait désespérément de maintenir debout. La piscine, en fin d'après-midi, était devenue un lieu de confidence inattendu. Antoine, d'un naturel bienveillant, avait trouvé en Élodie une oreille attentive. Il lui parla de Solange, de ses luttes en tant que veuve, de ses efforts pour protéger ses enfants et de sa détermination à reconstruire une vie meilleure. Mais à mesure qu'il parlait, Élodie sentit une dissonance. Les mots d'Antoine dépeignaient une Solange qu'elle ne reconnaissait pas. Était-il aveuglé par l'amour, ou Solange était-elle simplement une actrice si talentueuse? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit, rendant chaque compliment qu'il adressait à sa fiancée plus difficile à accepter. La pâtisserie locale, avec ses vitrines débordant de délices sucrées, aurait dû offrir un moment de légèreté. Mais même là, le poids des tensions familiales était inévitable. Alors qu'Antoine et Luc échangeaient des suggestions sur le choix du gâteau, Élodie se sentait à nouveau en décalage avec les autres. Chloé, quant à elle, était dans son élément, jouant à la perfection le rôle de la jeune femme sophistiquée. Mais son mépris à peine voilé envers Élodie trahissait une insécurité qu'elle cherchait désespérément à dissimuler. Et Julien, toujours en retrait, semblait plus préoccupé par son téléphone que par les discussions autour de lui. La sortie en bateau aurait pu être une aventure amusante, un moment pour renforcer les liens. Mais pour Élodie, cela devint une épreuve inattendue. Sa maîtrise naturelle et sa capacité à s'adapter impressionnèrent tout le monde. Mais Julien, incapable de cacher son malaise, fut la cible des moqueries discrètes de Chloé. Dans cet environnement compétitif et tendu, Élodie réalisa une fois de plus que cette famille n'était pas ce qu'elle prétendait être. Les failles se creusaient, et elle n'était plus sûre de vouloir rester spectatrice de cet effondrement imminent. La séance d'essayage aurait dû être un moment de joie pour Solange, un instant où elle se voyait enfin au centre de cette vie qu'elle avait toujours désirée. Mais l'atmosphère était loin d'être légère. Le poids des apparences, des attentes et surtout des secrets devenait presque étouffant. C'est à ce moment que Chloé, dans un accès de frustration ou peut-être de défi, révéla l'existence d'un compte bancaire que Julien avait presque vidé. La tension monta d'un cran, et bien que la conversation soit rapidement interrompue, Élodie comprit que cette révélation n'était que la pointe de l'iceberg. L'étude avec Luc était devenue un moment précieux pour Élodie, une échappatoire à la folie ambiante. Mais cette bulle fut brisée par l'intervention calculée de Chloé. Avec un sourire venimeux et des mots soigneusement choisis, elle insinua que les intentions d'Élodie envers Luc n'étaient pas aussi pures qu'elles en avaient l'air. Ses paroles, bien que fausses, atteignirent à leur cible. Élodie sentit naître en elle une colère qu'elle ne pouvait exprimer, tandis que Luc, visiblement troublé, commença à se demander s'il pouvait vraiment faire confiance à ses propres sentiments. La vérité éclata enfin comme une vague déferlante. La dette de Julien, les manipulations de Solange, tout fut mis à nu. Pour Élodie, ce fut un choc, mais pas une surprise. Elle avait vu les signes, ressenti les non-dits. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la profondeur des mensonges et leur impact sur tous ceux qui les entouraient. Dans ce chaos, Élodie se retrouva à un carrefour moral. Devait-elle rester pour Luc, pour Antoine, pour elle-même? Ou était-il temps de fuir avant que ce monde, construit sur des mensonges, ne l'emporte avec lui? Le matin du mariage aurait dû être un moment de frénésie joyeuse, un mélange d'anticipation et de célébration. Mais pour Élodie, ce fut tout le contraire. Solange, fidèle à elle-même, trouva une excuse pour la rabaisser une fois de plus. Avec un regard qui tranchait plus fort que n'importe quelle lame, elle souligna l'inadéquation d'Élodie, allant même jusqu'à remettre en question sa place dans cette célébration. Élodie aurait pu rester silencieuse, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais quelque chose, cette fois, bascula en elle. La froideur de Solange n'était plus simplement blessante.
elle était devenue insupportable, une barrière qui l'empêchait de rester fidèle à elle-même. Et dans cet instant de vulnérabilité, elle trouva une force inattendue, celle de confronter les vérités que Solange s'était si bien efforcée de dissimuler. Luc, fidèle à son instinct protecteur, s'employa à ramener un peu de lumière dans la journée d'Élodie. Ensemble, ils partirent à la recherche d'une robe, un symbole d'appartenance, de dignité retrouvée. Mais ce moment, bien que empreint de douceur, fut rapidement assombri par l'ombre omniprésente de Chloé. Chloé, incapable d'accepter la connexion entre Luc et Élodie, fit tout pour interférer. Elle glissa des mots, plantant des graines de doute dans l'esprit de son frère, insinuant que peut-être Élodie avait plus à gagner de cette relation qu'elle ne voulait bien l'admettre. Et bien que Luc restât fidèle à ses convictions, l'inquiétude et la confusion s'insinuèrent en lui, menaçant de briser la confiance qu'il avait construite avec Élodie. Face à Antoine, Luc exprima pour la première fois une colère qu'il avait longtemps contenue. Il ne supportait plus le traitement réservé à Élodie, ni l'indifférence avec laquelle Solange manipulait tout le monde autour d'elle. Pour lui, ce mariage n'était plus une célébration mais une mascarade, une farce à laquelle il refusait de participer aveuglément. Antoine, d'abord surpris par la véhémence de son fils, finit par reconnaître la justesse de ses paroles. Mais reconnaître une vérité ne suffisait pas. Il fallait agir. Et pour Antoine, cela signifiait confronter Solange, non seulement pour son propre bien, mais aussi pour celui de ses enfants, et peut-être même pour Élodie. La vérité éclata comme un coup de tonnerre au milieu d'une journée sereine. Julien, pressé par le poids de ses dettes et l'effondrement imminent de la façade familiale, révéla tout. La dette, les manipulations, les mensonges, tout fut mis à nu devant Antoine. Pour Solange, c'était la fin. Son monde, soigneusement construit sur des apparences et des stratagèmes, s'écroulait autour d'elle. Antoine, dévasté mais décidé, prit la seule décision qu'il jugeait encore honorable, annuler le mariage. Ce moment, bien que nécessaire, fut un coup de grâce pour Solange. Un rappel brutal que les mensonges, aussi bien conçus soient-ils, finissent toujours par être exposés. Élodie, elle, n'attendit pas de voir les débris de cette vie s'effondrer. Mue par un mélange de tristesse et de dignité, elle fit ses valises et se dirigea vers l'aéroport, prête à laisser cette expérience derrière elle. Mais alors qu'elle se tenait là, sur le point de partir, Luc apparut. Sa présence, bien que réconfortante, ne suffisait pas à apaiser les doutes d'Élodie. Pouvait-elle vraiment rester ? Pouvait-elle faire confiance à ses sentiments, à cet espoir fragile qu'elle avait construit avec Luc ? Ou était-il préférable de partir, de protéger son cœur avant qu'il ne soit brisé ? Luc, dans un geste empreint de sincérité, exprima enfin ce qu'il ressentait. Son amour pour Élodie n'était pas un caprice, pas une illusion. C'était une vérité, la seule dans ce chaos, qu'il ne pouvait pas nier. De retour à la villa, Antoine et Solange eurent une conversation qu'ils avaient évitée pendant trop longtemps. Antoine, d'une voix calme mais ferme, exposa toutes les vérités qu'il avait découvertes. Il ne cherchait pas à blesser Solange, mais il ne pouvait plus tolérer son manque d'honnêteté. Pour Solange, ce fut un moment d'introspection douloureuse. Elle comprit, peut-être pour la première fois, l'étendue des dégâts qu'elle avait causés. Mais cette réalisation, bien que nécessaire, arriva trop tard pour sauver leur relation. Alors que Solange, Chloé et Julien retournaient en France, Élodie trouva un moment pour s'excuser auprès d'Antoine. Elle n'avait jamais voulu se mêler de leurs affaires, mais elle savait maintenant que son silence aurait pu causer encore plus de tort. Antoine, bien qu'ému, lui assura qu'elle n'avait rien à se reprocher. Pour Élodie, ce fut un moment de libération. Elle ne portait plus le poids des secrets des autres. Elle était enfin libre de se concentrer sur elle-même, sur ses rêves, et peut-être même sur l'amour naissant qu'elle partageait avec Luc. Les derniers jours en Martinique furent empreints de sérénité. Luc, Antoine et Élodie, bien que marqués par les événements, trouvèrent du réconfort dans la simplicité de leurs interactions. Pour la première fois, Élodie sentit qu'elle appartenait à quelque chose de vrai, de pur. Luc, dans un moment de sincérité absolue, lui déclara son amour. Et cette fois, Élodie ne se retint pas. Elle répondit avec une vérité qui venait du cœur, une vérité qu'elle avait longtemps réprimée par peur d'être blessée. Le gâteau de mariage, initialement prévu comme le point culminant de la célébration, devint un symbole de renouveau. Au lieu de marquer une union basée sur des mensonges, il devint un signe de possibilités infinies. Pour Élodie, ce moment n'était pas seulement une fin, mais un début, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une chance de reconstruire, de trouver la vérité et surtout, de suivre son cœur.